Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du BTC. On fera une analyse d'Ether, on verra des altcoins assez fortes comme Toncoin, comme NIR, et on fera une analyse de l'order flow. Alors, sur le BTC, on est toujours sur ce niveau de support. Il s'est pas passé grand-chose samedi, dimanche. En général, comme chaque week-end, samedi, dimanche, on a une volatilité qui est plutôt faible. C'est un peu similaire les week-ends depuis un moment. Depuis surtout l'arrivée des ETF spot, c'est surtout la semaine qu'on a les plus gros volumes. On le voit bien ici. On peut rapidement repérer les week-ends. Ici samedi, dimanche. Ici samedi, dimanche. Tout simplement, c'est là où on a les volumes les plus faibles de la semaine. Donc, on a quand même ici une volatilité qui est extrêmement faible. On l'avait déjà mentionné vendredi. On le voit ici sur l'historical volatility qui permet de mesurer la volatilité d'un actif. On a ici un flash violet. Ça arrive quand même assez rarement en daily, c'est quelque chose qui va arriver peut-être une fois tous les 3, 4, 5 mois, mais en général quand on a comme ça une volatilité aussi faible avec un flash, on peut se dire qu'un gros mouvement se prépare. Alors le gros mouvement, à quel moment il peut arriver? Il peut arriver dans les prochains jours. Par exemple, ici on avait commencé à flash le samedi et on a eu un gros mouvement le lundi, donc c'était deux jours après. Ici on a commencé à flash sérieusement le jeudi 3 août et on a vraiment commencé à baisser à peu près 10 jours, 15 jours après. Donc c'est grosso modo sur une période de quelques jours à deux semaines. Donc pour moi ici, quand je vois ce qu'on a, on a une faible volatilité, on est sur un niveau de support, comme je l'ai dit, on peut s'attendre à un gros mouvement. Maintenant on peut jamais savoir de quel côté va être ce mouvement. On peut estimer des probabilités, et si là je devrais mouiller et estimer des probabilités, on a plus de probas d'avoir une réaction acheteuse. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, on est sur un niveau de support, on est sur les 64 000 $, qui est un très bon niveau. On a également un affaiblissement au niveau des vendeurs. On voit là en 12 heures, on fait des creux de plus en plus haut sur le MACD, alors que sur le prix on fait des creux de plus en plus bas. Donc on voit clairement qu'on a un affaiblissement. Le momentum se contredit avec le prix. Le MACD se contredit avec le prix, ça nous montre qu'on a simplement un affaiblissement. Si je regarde en 4 heures, on pousse à plusieurs divergences également. Donc il y a des divergences un peu sur toutes les unités de temps, 4 heures, 12 heures, daily. Maintenant ce qui nous manque, c'est une réaction acheteuse. Et on est toujours dans une dynamique qui est baissière quand même si on est sur un niveau de support. On voit que les moyennes mobiles sont orientées à la baisse, le 15 minutes qui fait toujours office de résistance, le 1 heure qui fait toujours office de résistance. On a un niveau clé vers les 64 350 $. On voit que c'est notre précédent creux ici en clôture. Ça serait bien de repasser au-dessus de ce niveau-là. Moi j'aimerais bien avoir ici une pattern de retournement qui de préférence doit se faire la semaine, c'est là où on a le plus de volume et c'est beaucoup plus intéressant pour confirmer une cassure, parce que souvent le week-end les cassures sont beaucoup moins intéressantes. Ici on voit on a tentative de pousser dimanche soir ici, et dès le lundi ça a été ravalé. En général les mouvements sont moins significatifs le week-end, et je préfère avoir des confirmations de break la semaine lorsqu'on a des volumes beaucoup plus importants. Donc voilà, sur BTC il se passe pas grand chose, c'est pas là où il y a le plus gros flux, c'est pas là où il se passe l'action, ça va être plutôt sur des altcoins comme Toncoin, comme NIR, où là pour de la continuation de tendance il y a des choses intéressantes à faire. Donc sur BTC, à peu près, c'est comme un peu le brief de vendredi, on est sur un niveau de support, sur du court terme, on est dans une dynamique qui est baissière, on pousse à la divergence haussière, donc affaiblissement au niveau des vendeurs, on a une faible volatilité. Moi je pense la meilleure chose c'est de patienter. Après ça dépend toujours de votre profil. Ceux qui sont investisseurs très long terme, weekly, monthly, cette baisse qu'on est en train de faire là de 2 semaines là de moins 8%, ça vous change rien du tout, parce que on dézoome en weekly, monthly, et voilà, si je me mets ici en monthly sur une charte comme ça, voilà, c'est absolument pas significatif, Et puis même c'est plutôt encourageant d'avoir fait un pullback ici sur le précédent ATH, d'avoir rejeté ce niveau-là. Maintenant on n'a aucune raison après un rejet comme ça de revenir rechercher à nouveau ce niveau. Donc pour moi ici, ceux qui sont vraiment investis sur le long terme, qui ne cherchent pas à trader, il n'y a pas besoin de paniquer. Si on commence à s'affranchir par contre des 59 000, 60 000 $, on pourrait avoir un retracement. Là en mon style, prochain niveau il est vers les 48 000 $, c'est une bonne zone de localisation. Donc ça c'est vraiment si on perd les 60 000 $. De toute façon, étape par étape, je peux pas vous parler de 30 000 $ tant que je ne vois pas ce qui se passe au niveau des 48 000 $. Mais pour le moment, on est dans une dynamique qui est haussière. Moi personnellement, je privilégierais des achats et j'ai toujours un biais bullish sur du long terme. En tout cas, quand je regarde une charte comme ça, il n'y a aucune raison d'être bear. Les moyennes mobiles long terme sont haussières. Je vais chercher à trader dans le sens de la tendance.
Maintenant, c'est là l'importance de l'analyse multi-frame, et sur différentes unités de temps, voilà, le weekly, il est haussier, le daily, globalement, il est neutre, on est dans un range, et le 4 heures, il est baissier. Moi, j'aimerais bien avoir un retour sur du 4 heures haussier pour viser des achats et aller chercher les prochaines zones ici. Donc, on en a une à 67 000 $. Ensuite, on a la borne haute vers les 71 500 $. Voilà, sur BTC, rien d'autre à ajouter de ce côté-là. Au niveau de l'order flow sur le BTC, on a toujours ici des spreads qui sont négatifs. Donc moi, on va parler sentiment, c'est intéressant, parce que le sentiment actuellement de marché, c'est intéressant de mesurer le sentiment, puisqu'en général, la majorité des gens ont tort, la majorité des gens se trompent. Quand tout le monde parlait ici des 100 000 $, eh ben on n'y a pas été. Quand tout le monde parlait ici des 14 000 $, on n'y a pas été. Voilà. En général, la majorité des gens se trompent, donc c'est intéressant de d'avoir ce ressenti du sentiment de marché global, qu'on peut voir ça de différents moyens. Ça va être sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube, ça va être vos proches, vos amis qui investissent pourquoi pas dans les cryptos, ça va être les médias, voilà, ça va être tout un contexte global. Et j'ai l'impression qu'on est dans une phase où il y a un peu un sentiment, je dirais pas jusqu'à dire un sentiment de bear market comme on a connu pendant cette phase-là, où là vraiment ici c'était l'horreur, hein, pour certains. Là, ils étaient au bout, c'était compliqué à gérer émotionnellement parlant. Mais ce qui est ouf, c'est qu'on est sur des ATH, hein, voilà, à 5 000 $ près, on est quand même sur des niveaux de valorisation assez élevés, et il y a un ressenti de presque début de bear market, où on est dans un contexte où les gens n'y croient pas spécialement. Alors c'est pas ils n'y croient pas, c'est ils sont un peu déçus, je pense, du bull market, comment il se comporte. C'est pas un bull market type 2020-2021 où il y avait toutes les altcoins qui faisaient des performances incroyables, et c'est intéressant de s'adapter en fonction du sentiment. Par exemple, lorsque je vous avais fait, je me rappelle, c'était le 10 janvier, je crois, j'avais fait une vidéo où je vous disais, pour moi, on est en train de bottom et on n'ira pas chercher les 14 000 $. C'était surtout d'un point de vue psychologie de marché. Il y avait des petits éléments quand même techniques qui étaient intéressants à surveiller, notamment un affaiblissement vendeur important et des patterns de retournement qui se mettaient en place sur les 16 000 $. Mais surtout d'un point de vue psychologie de marché, c'est là où je me rappelle, je vous avais fait une vidéo, je vous avais dit, pour moi, les 14 000 $, on ne va pas y revenir. Et c'est là où la psychologie de marché permet d'essayer de comprendre comment les intervenants réfléchissent sur le marché. Comme je dis, en général, le marché fait souvent l'inverse de ce que la majorité des gens pensent. Et là, si je devrais dire mon opinion, eh ben, on a des gens qui sont pessimistes, mais qui n'ont pas spécialement capitulé. C'est différent d'ici, où là, on avait des gens qui avaient capitulé, et en plus des gens qui étaient pessimistes. Ça, c'est le meilleur scénario pour se positionner. Quand vous avez des gens qui ont capitulé, c'est-à-dire qui ont sorti de leur position, qui limite short le marché et en plus qui n'y croient plus, là c'est vraiment le meilleur scénario pour se positionner. Là on est dans ce genre de scénario où les gens ils doutent, ils n'y croient pas spécialement, mais ils ont pas spécialement capitulé. Alors sur les altcoins, pourquoi pas sur certaines altcoins, mais sur le BTC c'est pas spécialement le cas. Donc plutôt un biais bullish du coup sur le sentiment, parce que comme je dis, la majorité des gens se trompent, donc on cherche plutôt à faire l'inverse. Par contre, c'est pas non plus aussi facile que lorsqu'on avait eu le crash de FTX, ou les semaines d'après. Alors c'est jamais le jour du crash où ça y est, on se rend compte de la psychologie, c'est vraiment les semaines qui vont suivre, ou voir comment les intervenants se comportent, hein. S'ils commencent à parler de buy the dip, bon, il y a de grandes chances que ça soit pas un bottom et qu'on va aller plus bas. C'était pas ici, on parlait pas de buy the dip, hein. Ici c'était ça y est, c'est la fin. Il y avait tous les exchanges qui commençaient à paniquer parce que ils avaient peur qu'il se passe la même chose. Tout le monde sortait des exchanges parce que voilà, FTX c'était quand même le deuxième plus gros exchange. Donc il y en a qui parlaient que d'autres exchanges vont crash, enfin ils vont faire faillite comme FTX, etc. Il y avait ici un contexte assez spécial. Et ici aussi, hein, le contexte n'était pas incroyable, hein, même avant le crash de FTX. Donc ici je dirais petit sentiment pessimiste, de doute, mais pas de grosse capitulation encore. Donc ça c'est d'un point de vue sentiment. Et d'un point de vue order flow, on a des spreads qui sont négatifs, on a des fundings qui sont pas aussi positifs qu'avant, hein, qu'on a connu lors de toute cette phase de hausse. Je peux regarder ici les fundings sur différentes altcoins aussi. Donc là, alors les fundings c'est quoi? Les fundings ça nous permet de maintenir un prix du contrat perpétuel proche du contrat spot. Donc les fundings c'est uniquement sur les contrats perpétuels, et comme je l'ai dit, ça permet de maintenir le prix du contrat perpétuel proche du contrat spot. On va avoir des frais qui vont être payés soit par des acheteurs, soit par les vendeurs, donc soit par les longs, soit par les shorts, et en général c'est souvent les longs qui payent des frais aux shorts parce qu'on a plus souvent un funding positif, et de manière générale les gens vont plus avoir tendance à long les cryptos qu'à les shorts. C'est pour ça qu'on aura plus souvent un funding positif que négatif. Et
ça nous permet de voir quoi? De savoir globalement d'un point de vue psychologie si on va plus avoir d'intervenants qui vont chercher à long ou des intervenants qui vont chercher à short. Alors, ça veut surtout dire qu'il y a une plus grosse décorrélation entre le contrat perpétuel et le contrat spot, mais si on a une grosse décorrélation entre le prix du contrat perpétuel et le prix du contrat spot, c'est qu'on a plus de demandes sur le prix du contrat perpétuel. Et ici, des fundings négatifs nous indiquent que un sentiment plutôt bearish, et c'est souvent dans ce genre de période qu'on pose des bottoms. Ici, si je regarde le funding des altcoins, alors quand on était fin mars, début avril, on avait des fundings fortement négatifs. Je peux trier ici et refaire sortir juste les fundings qui sont fortement positifs. Voilà, on voit que on n'est plus dans ce genre de scénario. Et à l'inverse, si je réduis, là on est plutôt dans des phases où on va avoir des fundings négatifs, voire neutres. On est plutôt sur une phase où on a des fundings plutôt neutres, c'est-à-dire pas spécialement dans l'excès, que ça soit des fundings fortement négatifs ou fortement positifs. Par contre, j'ai vu, c'était où qu'on avait des fundings un peu négatifs ici? C'est sur Toncoin, et ça c'est vraiment intéressant de constater ça. C'est l'altcoin qui performe le plus ici, c'est l'altcoin qui est, j'ai envie de dire, le plus shorté. On a des fundings négatifs sur Toncoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en tant que long, en tant qu'acheteur, vous êtes payé à maintenir vos positions ouvertes. C'est les shorts qui payent des positions au long, alors qu'on a un prix qui est en tendance haussière. En général, qu'est-ce que ça signifie d'avoir un funding négatif comme ça dans une phase de hausse? C'est-à-dire qu'on a des gens qui ne croient pas au mouvement. On a un mouvement haussier, mais les gens n'y croient pas, les gens luttent contre ce mouvement et se mettent à contre-courant en cherchant à shorter le marché. Ça, je peux aller voir ici sur Coinalyse, si je tape Perp, Binance. Voilà, on a des fundings négatifs, avec une forte hausse du contrat perpétuel. Donc là, CVD clairement en baisse, là ça montre qu'il y a beaucoup de positions short qui s'ouvrent. Il y a bien sûr des positions longues, mais on est dans une dynamique de fond haussière, donc les positions longues c'est un soutien de notre dynamique, et des positions short c'est de la liquidité qui se crée au-dessus. Donc ici shorter ça c'est vraiment compliqué, hein. C'est ouf quand même d'avoir un prix qui est en tendance haussière long terme, qui performe. C'est l'altcoin qui se décorrèle le plus, hein. Voilà, ici si je vais perf top 20 daily, on voit qu'on a Toncoin plus 4,6%. Si je vais dans le top 20 monthly là, c'est Toncoin la meilleure performance, hein. Sur le mois dernier, on est sur un plus 17%, alors qu'on a un BTC qui fait un moins 5 et des altcoins comme Dodge, Solana qui font du moins 20%. Et les gens trouvent le moyen de shorter ça. Ne faites pas de contre-courant comme ça. Au contraire, privilégiez la continuation de tendance. Vous voyez, on met des moyennes mobiles, qu'est-ce qu'on constate? Et ben les pullbacks dans le tunnel 4 heures, c'est des opportunités pour faire de la continuation de tendance. Là on est plutôt sur du swing, on va chercher des entrées globalement sur du 4 heures. Donc Toncoin, franchement l'altcoin est vraiment bullish. On repart ici dans une dynamique haussière en 4 heures, parce que bon, la dynamique de fond daily est haussière, mais à l'intérieur on avait ici une dynamique baissière. On était repassé sous les moyennes mobiles court terme. On a un 15 minutes qui repasse au-dessus d'une heure. Ça c'est un signal plutôt encourageant. Mais c'est ouf quand même d'avoir des fundings négatifs comme ça sur des altcoins qui performent autant. Les autres ici, on a Hondo qui a un funding négatif, bon c'est léger, c'est surtout Toncoin qui a un funding fortement négatif. Si je mets sur un an, juste par curiosité, ouais, c'est surtout là qu'on avait des fundings fortement positifs, et on le voit, hein, c'est toujours qu'on a des phases comme ça de forte hausse, hein. Là on avait un marché, je dirais pas qui était totalement euphorique comme on a déjà connu en 2020-2021, mais on avait quand même un sentiment très positif, et on voit qu'on a posé un top parfaitement lorsqu'on avait des fundings clairement positifs. Si je vais mettre des fundings plutôt négatifs, bah c'est le bottom ici, c'est sur quoi? Ouais non, c'est sur TRB, donc ça nous importe peu, mais globalement, on a plus souvent quand même, ça arrivera plus souvent d'avoir des fundings fortement positifs que des fundings fortement négatifs. Sinon après, on a légèrement négatif ici pendant la phase de bottom. On voit on était sur BTC vers les 30 000 $. C'est ici qu'on avait pas mal d'altcoins qui avaient un funding globalement négatif. Et là, on voit qu'on retrouve quand même quelques altcoins. On a Ton, on a Bitcoin Cash également. On retrouve quelques fundings négatifs. Donc c'est là qu'on voit qu'on a un sentiment qui est plutôt pessimiste actuellement sur le marché. Mais voilà, hein, ne cherchez pas à shorter ce genre d'alcool là. On a un marché qui est fortement positif, on est sur une altcoin qui est forte, hein. C'est comme ça que j'aime les appeler, on a une altcoin qui est forte, ne cherchez pas à short une altcoin qui est forte. Si vous voulez short, bah vous prenez les altcoins les plus faibles, ICP, AVAX du mois là, ou dans la journée Bitcoin Cash AVAX, et là ok, là ça peut être intéressant de les short, c'est normal, c'est des altcoins qui sont faibles, mais ne cherchez pas à shorter une altcoin qui est forte en vous disant elle va devenir faible, elle a plus de chances de rester forte. Donc ça peut être Ton, Nier aussi, hein. Il me semble que c'est une altcoin qui a bien rebondi, alors qui a bien rebondi aujourd'hui, mais on est quand même sur résistance, donc compliqué. Elle sort du lot juste aujourd'hui.
On est sur un bad range quand même, hein. On a une bonne réaction sur un bad range. Là, sur du court terme, on est sur un niveau de résistance, on est au niveau du tunnel 1 heure, mais si on passe globalement les 5,4 ici, la prochaine zone à aller chercher, c'est les $6 au niveau du tunnel 4 heures. Ouais, ça sera la prochaine zone de localisation. Mais NIR intéressant sur ce bad range, pourquoi pas pour se positionner, compliqué à l'heure actuelle vu qu'on est sur résistance. J'ai pas fait Ethereum. Ethereum, de toute façon, on est toujours dans cette phase de latéralisation. Toujours bloqué dans un range. On est en train de compresser, on le voit, on prend même plus la liquidité. On a des sommets de plus en plus bas. Globalement, ouais, on a une contraction. On est dans notre range, borne basse vers les $3,400, borne haute vers les $3,600. Et là, on voit carrément, on a un 4 heures qui est plat, un 1 heure qui est plat, 15 minutes qui est plat. Si je mets ici la volatilité, ouais, on a une volatilité qui est un peu plus importante sur Ether que BTC. On reste quand même sur une volatilité qui est globalement faible. Sur du plus court terme, 4 heures là, ouais, on a un affaiblissement de notre volatilité. Bon après, c'est normal, on est le week-end. Par contre, si on repasse au-dessus de ce niveau, des 3600, déjà, on sortirait de ce range par le haut, on réintégrerait un précédent range, on aurait de grandes chances d'aller chercher les 3800 au niveau de notre POC et notre précédent haut de range. Donc c'est comme ça hein, qu'on cherche à trader, étape par étape. On cherche globalement à se positionner là sur une borne basse. Pareil, hein, je peux remettre un volume profile ici. Tac. Et voilà, en dessous de la value area low, opportunité d'achat, prise de profit au niveau de la value area high, et possibilité de laisser une partie de sa position, c'est-à-dire faire un TP partiel et laisser courir si on va chercher les prochaines targets. Globalement, mais on cherche toujours à se positionner sur les extrémités d'un range. Par contre, si sur Ether ce range break à la baisse, on peut mettre ici des prolongations de Fibo, et ça nous donnerait une extension entre les 1,118 100% d'extension, ce qui nous donnerait une target entre les 3100 et les $3000. Ce qui nous ferait revenir chercher. Ouais, on a une bonne confluence ici. Alors moi j'aime bien cette zone sur Ether. Elle est un peu plus haut que les 1,118, mais les 3200 c'est une bonne zone. On voit que c'était notre précédent bad range ici. Pareil, hein, sur Ether on avait un range qui était ici. Hop. Entre deux bornes. En général c'est pareil. Hein. Quand on réintègre un range, on va directement chercher l'extrémité opposée. Là déjà on a réintégré ce range là, ce niveau là, qui est au niveau des $3600. Techniquement, prochaine target, c'est le bad range. Bon, on s'est arrêté légèrement plus haut, on est à nouveau dans un range, mais si on break, niveau de support intéressant ici, et prise de profit théorique, 100% d'extension, $3000 et 1,118. Après, sur Ether, les zones de, comment j'appelle ça, des sortes d'épuisettes hein, qu'on pourrait mettre pour capturer si on a un mouvement à la baisse. On a une bonne poche de liquidité qui est ici, sous les $2800, qui peut être très intéressant à surveiller si on a une mèche prise de liquidité réintégration. $2800 intéressant, et après si on va chercher des targets un peu plus long terme, on a les 2400 et les 2100 dollars. Donc je dis pas qu'on va y aller, je dis juste que si vous cherchez à accumuler de l'Ether, on a ici des targets un peu plus court terme, un peu plus long terme. Si on va chercher, ça peut être intéressant à surveiller. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus. Au niveau de l'indice du dollar, on est toujours sur résistance, mais on se fait pas rejeter. On voit qu'on a eu ici notre épaule, tête épaule inversée, qui a été validée. On a fait le pullback rejet. Maintenant, compliqué de déterminer ce genre de pattern, sachant qu'au moment où on break, on est directement sur résistance. Donc moi le gros niveau il est là. Par contre si on commence à repasser au-dessus de ce niveau-là, on pourrait valider ici la sortie d'un range, et ça serait pas bon. On pourrait au moins déjà aller rechercher notre zone de rechargement de short de ce mouvement-là, entre les 0,58 et les 0,786, ce qui ferait quand même une bonne hausse de l'indice du dollar, et on aurait un marché risk-on, hein, donc action plus crypto, qui ne s'apprécierait pas tant que ça, parce qu'en général, on a souvent une décorrélation, c'est-à-dire quand on a un indice du dollar qui va augmenter, on va avoir le marché risk-on, donc les assets à risque, qui vont plutôt baisser, et inversement. Voilà, rien d'autre à ajouter. Dites-moi vous ce que vous en pensez du marché. C'est quoi votre sentiment actuellement? Ça peut être intéressant de savoir dans comment vous le vivez, hein, cette période de latéralisation qui dure maintenant depuis mars. Hein, ça fait plus de 3 mois, ça va faire 4 mois. Comment vous le vivez? Est-ce que c'est difficile à vivre? Qu'est-ce que vous faites? Vous patientez, vous tradez, vous accumulez du cash à investir sur les marchés. Qu'est-ce que vous faites actuellement? Ça peut être intéressant. Il n'y a pas de réponse miracle. Hein. Le but c'est de voir votre manière de procéder actuellement. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.